Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre premier projet C++ sous Visual Studio 2022. Donc on a déjà vu que lorsqu'on ouvre le logiciel Visual Studio, on atterrit sur cette page d'accueil avec à gauche la liste de nos projets et à droite la possibilité d'ouvrir ou de créer un nouveau projet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Créer un projet. Ici, vous allez vous mettre en mode C++ Windows Bureau, ce qui va nous permettre de développer notre application de bureau. Et là, on va pouvoir choisir notre modèle de projet, un template. Selon ce que vous aurez installé via l'installeur, vous aurez plus ou moins de templates. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le Windows Desktop, qui est celui que nous allons utiliser ici. Mais ça sera là par défaut si vous avez installé le composant principal C++. Donc voilà, vous avez un certain nombre de types de projets, des modèles, et selon ce que vous voudrez développer, vous choisirez un modèle ou un autre modèle. Alors nous, on va apprendre le C++ en créant des applications console, et ensuite on verra comment on crée des interfaces graphiques, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors on va choisir l'assistant Windows Desktop, et ça va nous permettre de créer des projets simples, épurés, en mode console. On va cliquer sur Suivant. Vous allez pouvoir donner un nom à votre projet. Alors, je vais par exemple l'appeler 1 Hello World. Et ensuite, vous allez choisir un emplacement pour enregistrer votre projet. Donc moi, je vais enregistrer dans disque D, formation, C++, projet. Je vais sélectionner ce dossier. Et donc ça va bien enregistrer mon projet dans ce dossier-là. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez enregistrer le projet dans un dossier dédié à tous vos projets C++. Et ensuite, vous avez cette case ici, placer la solution et le projet dans le même répertoire, qui est coché donc par défaut. Je vous conseille de la laisser cocher. Si vous, de votre côté, c'est décoché, essayez de la cocher. Et ça va nous permettre de pas trop nous éparpiller et d'avoir un seul répertoire qui contiendra tout. Voilà, ça va être pour limiter le nombre de dossiers et sous-dossiers. Donc là, on voit que ça va être créé dans un dossier qui s'appellera Hello World. Je vais cliquer sur Créer pour lancer la création. Là, une petite pop-up apparaît et vous permet de choisir le type d'application. Donc nous, ça va être un exe, un exécutable. C'est vraiment un logiciel. Mais on a la possibilité de créer des fichiers DLL ou des fichiers lib. Alors les DLL, vous devez certainement savoir ce que c'est, il y en a partout sur votre ordinateur. Les DLL, c'est des petits fichiers qui contiennent tout un tas de fonctionnalités. En général, quand on crée une DLL, ça peut être si vous voulez créer par exemple si vous voulez créer une librairie. Imaginons vous voulez créer une calculatrice et vous avez une librairie qui contient toutes les fonctions mathématiques, comme additionner, soustraire, multiplier. Et bien tout ça, ça peut être sauvegardé dans un fichier DLL. Et si vous voulez créer une calculatrice avec une interface graphique, eh bien vous pouvez créer un projet C++ et importer le fichier DLL. Et depuis le projet C++, vous aurez la possibilité d'utiliser les fonctionnalités de votre bibliothèque. Et les fichiers lib, c'est sensiblement la même chose. Ça va vous permettre d'avoir un fichier qui contient donc des fonctionnalités, et vous pouvez avoir accès à ce fichier-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la possibilité de créer des exécutables, donc des applications, ou de créer des bibliothèques, et là c'est des choses qui peuvent être importées dans un projet pour utiliser les fonctions qui sont développées. Nous on va rester en mode exe. Ensuite, toujours sur cette pop-up, veillez à ce que les cases à cocher soient décochées justement, à ce que tout soit décoché. On va cliquer sur OK pour démarrer la création de notre projet, et automatiquement donc notre projet est créé et ça s'ouvre. Donc là on a l'interface de Visual Studio, c'est une interface assez classique, je vais passer assez vite dessus puisqu'on apprendra à l'utiliser au fur et à mesure. Mais vous avez fichiers que vous retrouvez dans tous les logiciels, vous avez la possibilité d'enregistrer, de faire un nouveau projet, d'ouvrir un projet. Voilà, il y a quelques éléments de base. Dans édition, c'est pareil, vous avez la possibilité de couper, copier, coller, donc ça vous connaissez. Vous avez quelques options d'affichage ici.
Dans les fenêtres, vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer certaines fenêtres. Encore une fois, je passe très vite parce qu'on y revient, enfin, on apprendra à utiliser le logiciel petit à petit au cours de la formation, et on n'utilisera pas tous les menus. Il y a plein de menus qu'on n'utilisera pas, on va se concentrer sur l'essentiel. Alors il y a quelque chose qui est assez important, c'est les extensions ici, ça on l'utilisera, ça va vous permettre d'installer des fonctionnalités supplémentaires. Et l'onglet générer qui va vous permettre de générer la solution, c'est-à-dire de compiler le tout, de créer votre exécutable et d'avoir votre logiciel. Donc là vous aurez la possibilité de générer la solution. Il y a des raccourcis clavier qui permettent de faire plein d'actions qui sont disponibles dans les menus. Vous avez également un raccourci ici pour directement lancer la solution. Mais quand vous lancez la solution, ça va également déclencher une compilation, donc ça va créer l'exécutable. On a la possibilité de définir si on est en mode debug ou release. Le mode debug, comme le nom l'indique, c'est pour débugger, et release, c'est pour publier. La différence entre les deux composants, c'est que le debug est plus lourd, votre exécutable sera plus lourd parce qu'il embarque des fonctionnalités de débogage, et pendant qu'on est en mode développement, c'est-à-dire durant l'intégralité de cette formation, on restera en mode debug, puisque lorsque vous développez, vous devez absolument être en mode debug, histoire de pouvoir visualiser toutes les erreurs. Le mode release, c'est vraiment lorsque vous avez terminé votre projet et que vous voulez le compiler pour le partager. Donc voilà la différence entre les deux modes. Vous avez les plateformes cibles, donc est-ce que vous visez un environnement 64 ou 32 bits, donc c'est ici que vous allez pouvoir définir ça. Donc nous on va rester sur une architecture 64, et voilà à peu près pour les choses importantes qu'il y a en haut. À gauche on a une barre d'outils, en fait tant qu'on est en mode console il n'y a pas grand chose qui apparaîtra ici. Mais lorsqu'on créera des interfaces graphiques, on aura des composants qui apparaîtront là. Des boutons, des champs de texte, ce genre de choses. Et on pourra faire glisser-déposer les composants pour construire nos interfaces graphiques. En bas, vous avez la console de sortie et les erreurs. Donc en fait, là, il y aura des petits messages qui apparaîtront. Par exemple, lorsque vous allez compiler votre projet, vous aurez toutes les étapes qui apparaîtront ici, que vous pourrez visualiser justement ces différentes étapes. Et si vous avez des erreurs dans votre programme, ça apparaîtra ici. Par exemple, si je supprime le point virgule, que j'enregistre et que je lance le projet, forcément il va y avoir une erreur. Et je peux visualiser ici mes erreurs. Donc en bas vous avez toutes les erreurs. À droite vous avez l'arborescence de votre solution. Donc en fait on a la solution qui est le truc qui a tout en haut. Ensuite vous avez votre projet. Une solution peut potentiellement contenir plusieurs sous-projets, c'est possible. Nous on va se contenter d'avoir un projet par solution pour vraiment simplifier les choses. Vous avez quelques dépendances externes, ça c'est quand vous utilisez donc des fonctionnalités externes. Ça apparaîtra là, ça ne vous intéresse pas plus que ça, mais juste vous pouvez, pour savoir qu'il y a des dépendances externes. Et vous, ce qui va vous intéresser, ça va être plutôt les fichiers d'entête et les fichiers sources. Ça va être les fichiers code de notre projet. Donc les fichiers sources, ce sont des fichiers C++, et les fichiers d'entête, ce sont des fichiers .h. On y reviendra en détail, mais grosso modo, vous pouvez inclure dans des fichiers C++ des fichiers .h. Et ces fichiers .h contiendront des fonctionnalités, et une fois que vous les avez inclus dans votre fichier C++, vous pourrez utiliser ces fonctionnalités, grosso modo. Ensuite, vous avez une petite fenêtre propriété ici. Pareil, donc on est en mode console, il n'y a pas trop de choses qui vont nous intéresser ici, mais lorsqu'on sera sur du développement logiciel avec une interface graphique, ici on aura tout un tas de propriétés qui apparaîtront, notamment si on crée par exemple une interface avec un bouton, on pourra choisir la couleur du bouton, la couleur du texte, on pourra définir toutes les propriétés visuelles et comportementales du composant. Donc voilà pour cette interface. Et évidemment, au milieu, vous avez votre code, votre programme.
Tout ce qui est préfixé par un slash, ce sont des commentaires. Donc lorsque vous faites slash, c'est juste un commentaire que vous pouvez écrire en français, hein, pour décrire votre programme. Les commentaires, ce sont des petites indications à destination de vous-même ou des autres développeurs qui travaillent avec vous, et ça va vous permettre de mettre des commentaires dans votre code de façon à expliquer ce que ça fait, expliquer comment fonctionne votre bout de code, pourquoi vous avez fait comme ça. C'est vraiment pour donner des instructions pour pouvoir plus facilement lire le code. C'est super important pour vous y retrouver facilement. Donc tout ce qui commence par slash, c'est des commentaires, et des fois vous verrez slash étoile slash. Et ça, c'est la même chose, c'est des commentaires, mais sur plusieurs lignes. Voilà, ça c'est un commentaire multiligne, et ça c'est un commentaire simple ligne. Je vais supprimer tous ces commentaires, puisqu'on n'en a pas besoin pour l'instant. C'est juste des explications de base lorsqu'on crée un nouveau projet. Sachez juste que les commentaires, c'est vraiment que pour les développeurs, c'est jamais interprété par le compilateur. Lorsqu'on va compiler le programme, c'est-à-dire lorsqu'on va générer l'exécutable, tous les commentaires seront totalement ignorés et ça ne sera jamais pris en compte. C'est vraiment que le code qui lui est pris en compte. Et là, vous pouvez voir qu'on a un code de base qui est écrit pour nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier ça. On a une notation ici, dièse include. Include, ça veut dire inclure. Et inclure quoi? Eh bien, on inclut IOStream. Lorsque vous voyez des annotations comme ça, include, c'est qu'on va inclure des fonctionnalités. Lorsqu'on développe en C++, en réalité, on n'a pas accès à beaucoup de choses. Le langage de base permet de faire des choses de base, mais pas bien plus que ça. Et en fait, si vous voulez faire des choses plus poussées, comme par exemple, je sais pas moi, travailler avec des fichiers, si vous voulez lire et écrire dans des fichiers, ou si vous voulez faire des opérations mathématiques complexes par exemple, il faudra inclure des librairies, comme par exemple la librairie maths qui va vous permettre de faire des maths. Donc en fait, lorsque vous voyez include, c'est qu'on inclut des fonctionnalités supplémentaires, et dès qu'une fonctionnalité est inclue, on a accès à toutes les fonctions contenues là-dedans. Donc si on reprend l'exemple des maths, on aura accès à des opérations mathématiques, multiplier, soustraire, valeur absolue, division, ce genre de choses. Donc un programme contient des includes. Ensuite, un programme contient ce qu'on appelle une fonction. Donc une fonction, c'est quelque chose qui a un type. Je reviendrai sur ça en détail dans la prochaine vidéo. Donc ça a un type et ça a un nom. Donc là, notre fonction s'appelle main. Main qui signifie fonction principale. Donc une fonction, ça a un type et un nom, des accolades, et ensuite tout ce qu'il y a entre accolades, eh bien c'est le contenu de la fonction. Et tous les programmes C++ ont au moins la fonction main, qui est tout simplement la première fonction qui se déclenche dès que vous lancez le programme. Dès que vous exécutez un programme C++, c'est la fonction main qui est déclenchée. Donc ça, on y reviendra en détail, mais c'est important de savoir qu'on démarre toujours via la fonction main. Et ensuite, on a le contenu de la fonction ici. Là, on a cout qui permet de dire affiche-moi ça dans la console. Ça, c'est pour afficher quelque chose dans la console. On a les doubles chevrons ici qui permettent d'indiquer en gros le sens de lecture. Donc on donne l'instruction, on met ce symbole là, et à droite de ce symbole là, entre guillemets, on écrit le texte que l'on souhaite faire apparaître dans la console. Donc là on fait un Hello World, ça va juste afficher le message Hello World dans la console, et le anti/n, ça veut simplement dire retour à la ligne. Donc ça va faire un retour à la ligne pour aller à la ligne suivante. Donc là on a notre programme de base, et si je clique sur débugger en local, vous voyez qu'on a la compilation qui se déroule. Une fois que la compilation est terminée, on a la console qui apparaît,
Et là, on a bien Hello World qui apparaît dans notre console avec un retour à la ligne, donc on a un espace blanc en dessous. Et comme c'est tout ce que fait notre programme, eh bien notre programme s'arrête instantanément. On a le code 0 qui indique que c'est terminé et que tout s'est déroulé normalement. Et puis voilà, on peut plus rien faire, on n'a plus qu'à appuyer sur une touche, comme par exemple Entrée, pour terminer le programme. Et si je rappuie sur Entrée, eh bien ça ferme le programme. Si je modifie Hello World et que je marque Coucou, eh bien ça modifiera mon texte. Je fais CTRL S pour enregistrer, je clique ici, et j'ai bien Coucou qui apparaît dans la console. Donc là vous voyez, j'ai cliqué ici pour débugger en local, mais on aurait pu appuyer sur F5. Si on appuie sur F5, ça fait la même chose, ça exécute le programme. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit que lorsqu'on faisait ça, ça compilait notre programme. Automatiquement le programme est compilé, puisque pour pouvoir le lancer, il faut forcément qu'il soit compilé. Donc ça veut dire que votre programme existe quelque part sur votre ordinateur. Pour savoir où est-ce qu'il se trouve, c'est simple, il se trouve dans le dossier du projet. Et si vous voulez accéder rapidement à ce dossier du projet, il suffit d'aller sur la solution, de faire clic droit et ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Ça vous ouvre votre fenêtre. Donc si vous vous souvenez bien, moi j'avais créé le projet dans le dossier qui s'appelle projet et je l'ai appelé Hello World. Là-dedans, on retrouve bien notre fichier C++ qui est présent ici. Et on retrouve le fichier SLN dont j'ai déjà parlé, qui est la solution. Si vous fermez Visual Studio complètement, et que vous ouvrez le fichier SLN, ça va vous rouvrir Visual Studio avec votre projet tel quel. On a d'autres fichiers spécifiques à Visual Studio, et on a un dossier x64, parce qu'on a compilé en mode debug pour une architecture en 64. Du coup, si je vais là-dedans, je retrouve bien un sous-dossier debug, puisque j'ai compilé en debug. Et si je vais là-dedans, je vois qu'il y a plein de choses. Donc tout ça, ce sont des choses qui permettent de faire fonctionner mon projet. Et on a bien un fichier .exe, donc on a bien un exécutable, qui est notre logiciel. Et si je double-clique sur l'exécutable, eh bien le projet se lance. Alors par contre ça se voit pas parce que la fenêtre se ferme instantanément. Ça ouvre bien la console, mais ça ne se voit pas parce que la fenêtre se ferme instantanément, étant donné que la seule chose que notre programme fait, c'est afficher ce message, et puis c'est tout. Alors quand on teste dans Visual Studio, la fenêtre ne se ferme pas, puisque Visual Studio permet de débugger. Et donc automatiquement ça laisse la console ouverte pour qu'on puisse justement se rendre compte s'il y a des erreurs. Mais si vous voulez forcer la mise en pause de la console pour l'empêcher de se fermer, il suffit d'aller à la ligne dans votre programme et taper système, entre parenthèses entre guillemets en majuscule, pause. Et on termine par un point virgule. Toutes les instructions en C++ se terminent par un point virgule. À chaque fois que vous avez une instruction, il faut toujours mettre le point virgule, sinon de toute façon le programme ne se lancera pas et ça plantera. Donc là je pourrais tester en local, mais sinon je peux cliquer sur générer, générer la solution, ou CTRL Maj B. Donc là hop, on voit que ça a généré ma solution et on comprend que ça a marché, puisque on me montre l'URL, enfin le chemin vers mon fichier exécutable. On me dit qu'il y a un build réussi, 0 échec, et donc tout a bien fonctionné. Donc maintenant je peux retourner dans mon explorateur de fichiers, et je vais lancer l'exécutable. Et là, comme vous pouvez le constater, la fenêtre apparaît bien, et elle reste figée, et j'ai un message, appuyez sur une touche pour continuer, et là si j'appuie sur une touche, ça valide, et si je rappuie, ça ferme la fenêtre. Donc grâce à system.pause, on a pu mettre en pause dans notre fichier compilé. Donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. On a vu quand même pas mal de choses. Il y avait toute l'interface ici qu'on a découvert.
Et on a découvert un petit peu le programme de base qui nous est proposé lorsqu'on crée un projet C++. Donc voilà, vous avez déjà suffisamment de choses à mémoriser, et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à découvrir le langage C++.